Bonjour à tous. Nous avons quelques connectés. On va attendre 1 ou 2 minutes, voir si d'autres personnes se connectent. En attendant, donc bonjour à tous et quand même bienvenue dans ce webinaire. En termes de fonctionnement, en fait, vous avez donc une zone de chat sur votre droite qui vous permet qui vous permettra de poser vos questions au cours de la présentation. Avec Florian, donc nous allons vous parler d'usure par frottement et vous présenter des alternatives pour améliorer la résistance à ce type d'usure, notamment à l'aide des surfaces autolubrifiantes. À l'issue de cette présentation, donc, nous traiterons les différentes questions en fonction du temps qui nous restera. Et donc, je me présente, je suis Sandrine Tavernier, je travaille à GGB depuis 16 ans, depuis 4 ans en tant qu'ingénieure d'application, donc référente technique pour nos clients typiquement. Et avant, j'étais dans le service R&D, je travaillais sur les plans de validation des performances des produits en développement. Florian, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous, donc moi c'est Florian Bonnevet, je suis également ingénieur d'application chez GG Bering comme Sandrine. Moi ça fait 3 ans et je m'occupe des domaines de l'automobile et de l'industrie. Et avant ça j'ai passé 3 ans au sein du service R&D en tant que développeur de nouveaux produits et de nouveaux procédés. Donc sur cette présentation on voit des images qui n'ont pas l'air très sympathiques. On va les retrouver en fait au cours de cette présentation pour vous expliquer en fait à quoi elles correspondent. Alors, sans plus attendre, un petit mot sur qui sommes-nous à GGB. On fabrique en fait ce qu'on appelle des interfaces de glissement. L'une d'elles qui est la plus connue, ce sont les paliers anti-friction. On a différentes familles de paliers anti-friction, comme vous pouvez le voir sur la droite de cette diapositive. Donc, les paliers de la famille des métaux polymères, les polymères thermoplastiques ou les par injection, les paliers composites qui sont faits en enroulement filamentaire, les paliers métalliques et bimétalliques qui sont souvent sur des bases bronze. Et enfin, nous avons depuis quelque temps aussi des revêtements polymères qu'on peut appliquer sur tout type de surface. Tous ces produits ont été conçus afin de servir en fait d'interface de glissement dans des conditions opératoires diverses et variées. Et en fait, on va vous parler aujourd'hui justement de quelles alternatives en fonction du type d'usure et d'endommagement. Alors, un petit mot sur une initiative interne à GGB qui est l'initiative Tribo4You. Donc, c'est une initiative qui a été créée en fait en vue d'apporter aux ingénieurs, aux utilisateurs ou non de nos produits, en l'occurrence, ou en tout cas des solutions d'ingénierie de surface, une connaissance un peu plus approfondie justement des concepts fondamentaux de la tribologie qui est notre cœur de métier en fait, et qui est applicable dans la conception, dans la fabrication ou dans l'utilisation de différents équipements industriels. Et dans ce contexte, donc, nous organisons ce webinaire aujourd'hui pour partager ce type de connaissances et qui nous permettra peut-être, nous espérons, nous aider effectivement à résoudre peut-être des problématiques avec des industriels et peut-être aussi à découvrir de nouveaux partenaires dans ce domaine. Cette présentation n'est qu'une partie de Tribo4You, on a d'autres types de sujets. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, en termes d'agenda, voilà, dans un premier temps, on va vous parler de la tribocorrosion, qui est ni plus ni moins que la combinaison de l'usure et de la corrosion. Puis, nous parlerons de l'usure par frottement, qu'on appelle aussi fretting, et des sollicitations haute fréquence et faible amplitude, donc typiquement des vibrations. Florian, ensuite, vous présentera en fait le concept des films de transfert, qui est en fait très, très important en fait, dans le mode opérationnel de nos produits anti-friction. Nous vous parlerons également des revêtements, enfin je vous parlerai des revêtements que nous fabriquons et d'une étude d'usure qu'on a fait en collaboration avec une université. Et puis nous aborderons enfin les paliers composites, les impacts de la contreface et de leur relation avec l'usure par frottement. Et nous finirons sur un matériau composite avancé qui a été développé pour répondre à une sollicitation spécifique en termes de mode d'usure vibratoire. Donc, sans plus attendre, on va partir sur les 2 premiers sujets. Mais déjà, on va vous soumettre un petit sondage, savoir si vous connaissez en fait la tribologie. Alors,
Où est-ce qu'il est? Voilà. Est-ce que vous voyez le sondage apparaître? Je ne sais pas si ça marche. Ouais, ok. Par contre, je ne vois pas les résultats. Je n'ai pas de vote. Pour l'instant, on a un vote. Comment? On a un vote pour l'instant. Ah, d'accord. Ah oui, moi, je ne les vois pas, en fait. D'accord. Alors, il n'y a pas de note à la fin, pour assurer les auditeurs. Bon, on va peut-être s'arrêter. Du coup, on a 100% de oui. Ok. Eh ben, ça va faciliter pour la suite. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas, la tribologie, c'est la science du frottement, de l'usure et de la lubrification. Elle étudie les phénomènes qui se produisent lorsque deux surfaces entrent en mouvement les unes par rapport aux autres et avec d'autres éléments tribologiques dans le système. On a tous une idée de ce que peut être l'usure. Donc, sa définition, clairement, c'est l'altération d'une surface solide, impliquant généralement une perte de matière et générée par le mouvement relatif entre cette surface et une autre surface ou une substance qui est en contact. Concernant le frottement, on sait évidemment tous, on a notre petite idée, le frottement, en fait, il est défini stricto sensu comme la force tangentielle qui s'oppose au mouvement relatif qui se produit entre deux corps en contact. Et enfin, la tribocorrosion, dont nous allons parler aujourd'hui, et qui est le processus en fait de dégradation des matériaux causé par l'effet combiné à la fois de l'usure et à la fois de la corrosion. Ensuite, donc ici, je vais vous parler de la formation des films sur les métaux. En fait, les métaux généralement développent des films de passivation qui vont plus ou moins adhérer. Certains, ça va adhérer, parfois pas. Parfois, le film va s'écailler et exposer ainsi à nouveau du métal brut. Et nous verrons cette diapositive un peu plus tard à nouveau. Ici, ce que je veux montrer, c'est la condition de test qui est associée en fait, pour caractériser cette tenue de film de passivation. Sur la droite, donc, on a un banc de brouillard salin, notre laboratoire à Annecy, dans lequel en fait, on va tester différentes durées de vie des échantillons, comme visible sur l'image de gauche, durée de vie par rapport à la corrosion. On peut voir justement l'état résultant des différents matériaux en fonction du test et en fonction d'une certaine durée. Et Florian vous détaillera ses résultats de test un peu plus loin. Et on sait que la corrosion fonctionne, hein, on a tous des exemples, que ce soit nos véhicules, que ce soit des fois les installations qu'on peut avoir sur nos terrains, dans nos jardins, des balançoires, enfin tout ce qui est structure métallique. Et on sait qu'en général, la corrosion, elle va s'écailler ou elle peut s'écailler, la rouille en fait peut s'enlever, on peut aussi essayer de nous l'enlever. Et dans ce cas-là, on va exposer à nouveau un métal brut qui va se trouver en dessous. Donc ces films qui sont non adhérents, en fait, jouent en fait un rôle assez critique dans la tribocorrosion, comme on va le voir un peu plus loin. Alors. Et donc, on a 3 états types d'un film de passivation ou 3 réactions. C'est ce que nous verrons plus loin avec des exemples spécifiques d'un film passif qui peut être en fait rompu par de l'usure par frottement ou par un environnement particulièrement corrosif. Quand il est rompu par l'usure, dans certains cas, ce qui se passe, c'est que l'oxydation peut apparaître avant que le film n'ait le temps de se reformer. C'est pour cela que nous avons 3 états de film. Le cas actif, c'est quand la réaction par corrosion ou l'oxydation se fait avant que le film protecteur n'ait le temps de se former. L'état passif, c'est quand on arrive à avoir un film d'oxyde protecteur qui va protéger le matériau, qui sera stable et adhérent et qui va réduire sensiblement cette vitesse de corrosion de plusieurs ordres de grandeur. Et le transpassif, c'est quand on a un environnement tellement corrosif qu'il est suffisamment agressif pour éliminer ce film de protection et permettre la corrosion de se produire à une vitesse de type de l'état actif. Alors ici, un exemple, une illustration intéressante en fait justement de tribocorrosion, la statue en bronze de Monsieur du Tilleul, qui est nommé le Passe-Muraille, qui se trouve place Marcel Aimé à Paris, dans le 18e arrondissement, qui a été installé en 1989. Et depuis 1989, justement, on voit une couche noire de protection qui s'est développée, qui est adhérente au métal,
et qui protège le bronze de la corrosion. Par contre, on voit effectivement le bronze sur la main, on peut voir aussi sur le genou que c'est un peu plus jaune. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est, à votre avis, à quoi est due l'exposition de ce bronze sur les zones de contact frottées de la statue? Alors, je vais vous envoyer. T'as envoyé le soin? Ah, d'accord, merci, parce que je ne le vois pas. Alors, je vais essayer quelques secondes encore. Alors, là, j'ai 100% de réponse. Alors, je ne sais pas combien. On a eu une réponse qui dit à cause des fluides corporels acides de l'homme. Et effectivement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les personnes viennent serrer la main du passe-muraille ou posent la main sur le genou pour se faire prendre en photo. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les fluides comme la sudation, par exemple, qui se trouve sur le corps humain, ont un pH entre 4, 5 et 6. Et donc, combiné au mouvement de glissement de la main, de la peau sur le bronze, la protection disparaît. Et on peut avoir une succession ainsi de cycles d'oxydation, espèce de patine qui protège, qui se reforme, qui est à nouveau oxydée, etc. Et on pourrait imaginer à l'infini, si ceci continue, qu'à un moment donné, les doigts peuvent finir par disparaître à force d'être attaqués, puisqu'à chaque fois, du bronze est à nouveau exposé et s'use progressivement. Ensuite, je vais passer la main à mon collègue Florian qui va nous parler de l'usure par frottement. Merci Sandrine. Donc, je vais vous présenter on va dire les principes de base qui vont être nécessaires pour comprendre la suite de cette formation. Et du coup, vous présenter qu'est-ce que l'usure par frottement. Alors, l'usure par frottement, elle se produit lorsqu'on a une amplitude du mouvement relatif qui est faible. Dans la littérature scientifique, on n'a pas clairement dénoncé sur l'amplitude maximum, mais on va généralement parler d'une longueur d'amplitude de l'ordre de 200 à 300 microns maximum. Alors, c'est une académique qui, dans l'application réelle, on ne va pas vraiment retrouver ces valeurs-là. Donc, nous, dans l'industrie, de façon plus générale, on décrète que l'usure par frottement elle a lieu lorsqu'on a une amplitude du mouvement qui est largement inférieure à la longueur de la zone de contact spécifique. Donc ça veut dire qu'on a en fait un chevauchement permanent des surfaces. Alors sur la figure de droite, vous pouvez voir justement cette relation. Dans cet exemple-là, on a une longueur de contact qui est de 3 mm. Et lorsqu'on a une amplitude de mouvement, c'est-à-dire une course qui est inférieure à 3 mm, on se retrouve dans une usure par frottement. Donc, c'est ce qu'on appelle également en anglais les sollicitations en fretting. Donc, c'est la partie gauche du graphique que vous pouvez voir sur l'image de droite. Alors, quels sont les mécanismes d'usure qui sont impliqués dans l'usure par frottement? En fait, c'est une accumulation des 4 principaux mécanismes d'usure qu'on peut connaître en tribologie, à savoir l'adhésion, l'abrasion, la fatigue et également les réactions tribochimiques. Une notion aussi importante à retenir, c'est que lorsqu'on a de l'usure, on a des débris, et ces débris d'usure vont souvent rester très longtemps dans la zone de contact, notamment lorsqu'on a des mouvements de faible amplitude. Ce qui permet d'introduire également la notion de HFLA, donc en anglais High Frequency Low Amplitude. En français, ce sont des mouvements à haute fréquence et de faible amplitude. Donc c'est lorsqu'on a en fait des mouvements type tremblement ou type vibration, on va se retrouver avec ce type d'usure. Donc, je vais continuer ensuite avec l'impact de l'autolubrification, une introduction sur justement les différents moyens de lubrification et la notion de film de transfert. Alors, la lubrification, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire justement l'usure par frottement. On va retrouver dans la première catégorie les lubrifiants dits externes, donc type huile ou graisse. Ceux-ci vont être efficaces tant qu'ils sont et surtout tant qu'ils restent dans la zone de contact. Cependant, lorsqu'on a des mouvements de faible amplitude, l'huile et la graisse vont souvent être chassés du contact et du coup, ils ne vont pas être suffisants. Du coup, on utilise également des lubrifiants solides, donc type PTFE, graphite ou encore MOS2, qui eux sont très efficaces
notamment lorsqu'ils sont utilisés dans des structures composites ou dans des revêtements anti-friction. Une fois qu'ils sont dans une structure, ce qu'on va appeler dans une structure collée, donc dans des matériaux composites, il va être très difficile de les déplacer de la zone de contact puisqu'ils sont intrinsèques aux matériaux autolubrifiants. Donc, ils vont avoir une meilleure pouvoir de lubrification dans les mouvements de faible amplitude. On va également retrouver les formations d'oxyde, donc des particules d'oxyde in situ dans le système. Alors, souvent, les particules d'oxyde sont très dures, donc très abrasives, donc ça va avoir souvent un effet abrasif, mais ça peut parfois avoir aussi un effet autolubrifiant. Enfin, on a la formation d'un film de transfert lubrifiant qui, lui, est plutôt stable et uniforme. Et c'est, une fois qu'il est formé sur la contreface, l'une des meilleures préventions pour réduire l'usure par frottement, notamment lors de mouvements de faible amplitude et de vibration. Donc, on va voir ensuite ce qu'est le film de transfert. Alors, dans les détails, lorsqu'on a des sollicitations tribologiques, les matériaux qui sont autolubrifiants, c'est-à-dire qui contiennent des lubrifiants solides dans leur structure, ont la particularité de pouvoir générer du transfert sur la contreface. Donc, lorsqu'on a un mouvement de ce matériau autolubrifiant sur une contreface, celui-ci va s'user, va générer des débris. Ces débris peuvent soit être évacués de la zone de contact, soit rester dans la zone de contact, mais encore mieux, ils peuvent aussi se transférer, se déposer sur la contreface en contact. Le tout va permettre de faire qui va protéger la surface antagoniste en créant une sorte de passivation. Donc, comme on peut le voir sur le schéma en bas à droite, le film de transfert, c'est une structure qui est très fine. Quand on la compare à l'épaisseur d'un cheveu humain, par exemple, on voit qu'on est plus de 100 fois inférieur à la taille d'un cheveu humain. Donc, c'est une structure qui est extrêmement fine, de l'ordre du micromètre. On va lancer maintenant un sondage pour vous demander, d'après vous, quels sont les rôles majeurs que jouent les films de transfert dans les glissements à sec. Donc, normalement, vous avez dû voir apparaître le sondage. Les votes sont ouverts. Alors, on a une réponse. Donc, parmi les 3 réponses, on avait en fait, on a 2 réponses disant le film de transfert permet de réduire les interactions de surface. Donc, en fait, c'est en partie vrai. La bonne réponse, c'était les 3. Le film de transfert va permettre tout d'abord de constituer ce qu'on appelle une couche protectrice en masquant les différentes antagonistes, ce qui va permettre du coup de réduire les interactions, notamment les interactions abrasives de la surface antagoniste, et donc d'entraîner une usure plus faible du système et améliorer la durée de vie des matériaux. Donc la bonne réponse, c'était les 3. Alors aujourd'hui, l'un des plus grands challenges également qu'on a, c'est de concevoir des matériaux autolubrifiants qui sont capables de former des films de transfert de haute qualité, même lorsqu'on a des conditions d'application très sévères. Du coup, on va voir dans cette diapositive l'impact de la formation du film de transfert sur les performances d'un contact de glissement à sec. Donc, on a obtenu ces résultats sur pion disque, donc pin on disc en anglais, où on a testé un couple de matériaux. Donc, c'est un composite polymère qui vient frotter sur une contreface en acier, donc un disque en acier dont la rugosité de surface était de RZ 1,5. Donc, le système démarre, comme on peut le voir sur le graphique de droite, avec une intensité d'usure plutôt importante qui correspond à la phase de rodage. Sur les premiers mètres de glissement, là, le matériau vient se roder, faire une phase de rodage. Puis ensuite, on voit que l'évolution de l'usure, donc c'est-à-dire la pente, diminue et va se stabiliser au fur et à mesure que le système entre dans ce qu'on appelle sa phase opérationnelle. Donc c'est une phase opérationnelle de fonctionnement ou phase opérationnelle de performance. Du coup, on peut voir en dessous sur l'image au MEB, donc au rayon X, la formation de ce film de transfert.
Donc, bien qu'ici, on voit que le film de transfert ne masque pas l'intégralité de la surface, en fait, il a un pouvoir suffisamment de recouvrement pour réduire les aspérités de la contreface, réduire donc l'agressivité de cette contreface et donc, in fine, de réduire le taux de frottement et le taux d'usure du système. Donc ici, encore une diapositive montrant l'impact de la contreface, du film de transfert. Donc en fait, les films de transfert sont vraiment essentiels pour que le système puisse fonctionner de manière optimale, notamment lors des contacts à sec. En fait, les matériaux composites, généralement, ils sont conçus, on les développe spécifiquement pour pouvoir générer un film de transfert qui est robuste, avec une haute qualité de masquage, même dans des conditions d'application très sévères. Du coup, ces films de transfert, lorsqu'ils sont très robustes et de haute qualité, vont permettre de réduire le frottement par usure. Et c'est ce qu'on voit sur l'image de droite. Du coup, donc on a ici la contreface, donc c'est un arbre en acier, donc on voit l'acier nu sur la partie en bas à gauche. Et ce qu'on peut retrouver sur la partie plus de couleur un peu dorée, couleur bronze, c'est le film de transfert qui a été généré par un matériau autolubrifiant à base de PTFE et de plomb. Et je repasse la main à Sandrine pour la suite de la présentation. Dans cette nouvelle partie, on souhaite vous présenter donc des concepts de matériaux qui ont d'excellents lubrifiants solides intrinsèques, qui sont en fait, on verra que ces matériaux d'ailleurs réduisent efficacement les dommages d'usure par frottement ou par mouvement vibratoire. Et donc, nous allons donc commencer par la partie des revêtements. Donc ici, cette planche illustre schématiquement en fait l'architecture type en fait d'un revêtement à base polymère. Donc il se compose typiquement le revêtement donc de ce qu'on appelle une matrice polymère. On utilise aussi le terme de liant au niveau industriel pour parler de cette matrice polymère et à laquelle on va donc ajouter des charges tribologiques. Souvent on utilise les polymères techniques comme matrice polymère. Dans ce liant, cette matrice, on va ajouter, comme je vous ai dit, des lubrifiants solides comme élément de glissement pour favoriser le glissement. Alors typiquement le PTFE, le graphite, le bisulfure de molybdène. Et on peut également ajouter ce qu'on appelle des charges fonctionnelles qui vont par exemple augmenter la résistance à l'usure du système notamment. Donc après préparation de surface du substrat pour favoriser donc l'adhésion de ce revêtement, on va donc déposer le revêtement sur le substrat, alors par exemple, soit par pulvérisation quand on va être en phase poudre, soit par immersion-rotation quand on va être en phase liquide, pour citer en fait les process les plus courants. Et suite à ce dépôt, on va faire réticuler le polymère par une cuisson en 2 étapes et aussi pour assurer justement la bonne adhésion du revêtement sur ce fameux substrat. Une fois le polymère cuit, en général, on obtient des épaisseurs standards de l'ordre de 25 microns. Et l'illustration donc, du revêtement que vous voyez ici, on voit également une répartition des charges dans la matrice qui sont en fait, pour les charges tribologiques, qui sont ce qu'on appelle stratifiées, c'est-à-dire qu'on va avoir une concentration plus importante à la surface. Et pour avoir un double avantage, c'est d'avoir effectivement les charges là où on en a besoin, c'est-à-dire à l'interface de contact avec l'autre corps qui va être en mouvement et en contact, et aussi pour ne pas nuire à l'adhésion du coating ou du revêtement sur le substrat. Donc, on aura beaucoup moins de charges tribologiques dans la profondeur de l'épaisseur. Donc, pour ces revêtements que nous souhaitons caractériser, comme l'usure par frottement est quelque chose qui est quand même très sévère et pour lequel on cherche donc des solutions, des défaillances prématurées, on a fait un plan de test ici avec conduit avec l'université de Mannheim qui est un partenaire de GGB sur ce sujet.
Et donc, on aura donc un couple de référence qui sera le couple acier-acier qu'on va tester en premier lieu. Et puis, on va ensuite tester différents couples acier-revêtement pour voir justement les performances, ce que l'on gagne. On a donc ici le type de test, pour vous donner les conditions rapidement, c'est un contact plan-plan. La zone de contact est contrôlée par une feuille pressurex pour bien vérifier qu'on a bien le contact et qu'on n'a pas des défauts de charge appliquée. L'effort total appliqué est de 1000 newtons, ce qui correspond par rapport à la surface à une charge de 15,6 mégapascal, comme vous pouvez le voir dans le tableau sur la gauche. Nous avons un mouvement de va-et-vient linéaire avec une fréquence assez élevée puisqu'elle est de l'ordre de 50 Hz, et donc une amplitude de mouvement qui est réglée à 200 microns. On va donc faire 2 tests, un test préalable de 4 heures à température constante et qui va permettre justement de faire une présélection sur les revêtements les plus prometteurs. Puis, pour ceux qui tiennent ces 4 heures, on va faire un test de durée de vie jusqu'à en fait défaillance du système. Durant le test, on va enregistrer les efforts normaux, les efforts tangentiels, la distance de glissement parcourue. Et pour pouvoir suivre l'évolution de l'usure, en fait, on a le test qui est régulièrement interrompu, à peu près toutes les 2 minutes, où on va ouvrir la zone de contact pendant une courte période, prendre une photo en automatique et repartir après sur le test. Et ces images vont donc nous permettre de voir la progression de l'usure au cours du test. Alors ici, vous pouvez voir donc le cas du contact acier contre acier. Donc, on voit déjà sur ce test de 4 heures qu'après 5 minutes, on a déjà des premiers points d'adhésion qui apparaissent, puisque dans les zones un peu blanchies. On va avoir une corrosion par frottement qui a déjà commencé dès les premières 60 minutes, puisqu'on commence à voir des débris de rouille juste à côté, au bord de la zone de contact. Donc, c'est des particules d'oxyde. Et à mesure qu'on avance dans le test, dans les cycles, on observe un développement en escalade de cette usure avec de plus en plus de débris de rouille. Et donc, ces particules d'oxyde sont particulièrement flagrantes. Au bout de 2 heures et même à 180 minutes, on voit qu'on a de la rouille en fait tout autour de la zone de contact et même dans la zone de contact. Alors, plus on a des débris de rouille, plus on use le système parce qu'en fait, les particules d'oxyde qui restent dans la zone de contact induisent une abrasion supplémentaire. Donc, on voit clairement que c'est un système qui n'est pas performant dans ce cas-là. Et donc, ça nous permet de faire le benchmark pour ensuite regarder un acier, donc ici, contre un revêtement qu'on va qualifier de faible qualité, parce qu'en fait, on voit donc au bout de 5 minutes de test, pour l'instant, on n'a aucun endommagement du système. Par contre, au bout de 60 minutes, on voit que le revêtement a commencé à s'écailler. Et puis, la partie délaminée du revêtement, on va pouvoir voir les copeaux qui se déposent en fait autour de la zone de contact. Et donc, l'usure du revêtement va également progresser à partir du moment où il a commencé à s'écailler et qui vont conduire à une exposition du substrat sous-jacent. Donc, on va se retrouver dans un cas effectivement de très beau corrosion. Alors, la délamination qu'on peut observer sur ce revêtement, en fait, elle résulte souvent en fait d'une faible adhésion du revêtement sur le substrat. Et dans cette zone, d'ailleurs, on a une formation massive de particules d'oxyde qui se développent ensuite jusqu'à la fin du test, comme on le voit. Et donc, malheureusement, pas suffisamment performant parce que le revêtement n'a pas suffisamment adhéré. Sur ce dernier cas, on voit tout de suite la différence, puisqu'on voit un contact acier revêtement performant. Quand on regarde les images, on se rend compte qu'en fait, on voit uniquement une légère usure de rodage mineur, et sur l'ensemble du revêtement et pendant toute la durée du test. Donc là, on a quand même une performance assez impressionnante d'un revêtement à base polymère et qui peut largement améliorer justement ce contact de 2 pièces dans cette configuration. Alors ici, on a une petite diapo qui récapitule. En fait, on a testé les performances de systèmes prévologiques et on en a 3 revêtements différents qui ont été testés, qui sont relativement prometteurs. Les images du bas montrent effectivement l'échantillon revêtu, sans usure, mais juste un petit peu rodé. Et l'image de la contreface sur les images du haut à chaque fois, avec le film de transfert qui s'est formé.
Les zones sombres, typiquement, correspondent au film de transfert qui s'est généré. Donc, on a ensuite testé ces 3 cas en durée de vie. Et ici, on vous présente un cas type de test de durée de vie. Pardon. Et donc ça, c'est un exemple pour voir la stabilité à long terme du revêtement. Et donc, on a sévérisé un peu le test sur la durée de vie, puisqu'on a fait des variations de température. On est parfois monté jusqu'à 120 degrés. On le voit sur le graphe en haut, la courbe en fait violette, qui montre que par moment, on monte en température et puis on redescend. C'était pour sévériser le test. Sinon, en dehors de ça, on reste sur les mêmes conditions de test que celui de 4 heures. Et on voit donc les données de sortie mesurées sur le graphe du haut. En bas à gauche, on va voir l'évolution de l'usure d'échantillon en fonction du temps, ou en fonction de la distance parcourue, si vous préférez. Et puis, on voit aussi l'évolution du coefficient de friction sur les graphes typiques en bas à droite. Alors, si on regarde l'évolution de l'usure pour ce test-là et pour ce cas de figure, puisqu'ici, en fait, on parle d'un cas de figure d'acier contre revêtement où on a eu un test qui a duré plus de 70 heures. On a... donc là, on voit ici une évolution de l'usure du revêtement au cours des 72 heures de durée du test total, en fait. Pendant les 50 premières heures, on peut soit rendre compte que le revêtement reste quasiment intact. La surface montre seulement quelques marques légères d'usure qui correspondent à ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle typiquement le rodage, qui est assez classique dans ce domaine-là. Et par contre, après avoir atteint les 72 heures, on voit quand même que le revêtement il commence à s'user de manière significative par une présence plus importante de débris. On voit aussi quelques sillons dans cette zone de contact et en fait, on se rend compte que ces sillons correspondent à une augmentation de l'effort tangentiel qu'on a mesuré, c'est-à-dire le coefficient de friction, par rapport au graphe en sortie que nous avons mesuré au cours du test. Donc en fait, les différentes planches qu'on a présentées là nous permettent de conclure sur l'utilisation des revêtements polymères, notamment leur intérêt, leurs avantages dans des contacts qui sont prompts à l'usure par frottement, c'est-à-dire le fretting notamment, donc des faibles amplitudes et des fréquences importantes. Et je repasse la main à Florian pour vous parler de la suite. Merci Sandrine. Donc on va continuer en étudiant. Désolé pour l'écho. Donc on va continuer en étudiant les différents matériaux, notamment des paliers composites et l'impact des contrefaces sur justement l'usure par frottement. Donc on va étudier le premier cas de l'un de nos produits composites en enroulement filamentaire. Donc c'est l'un de nos produits haute performance, le Garmax, comme vous pouvez voir sur l'image du centre. Sur la photo de gauche, en fait, on voit une même coupe microsection de ce palier Garmax avec 2 échelles de couleurs distinctes pour montrer les différentes fibres qui le composent. Donc on a en bas de l'image le support vert, donc qui permet de support de charge haute résistance. Et au-dessus, on a ce qu'on appelle la couche tribologique, donc qui est composée de fibres de polyester, de fibres de PTFE, toutes les deux liées dans une résine époxy chargée avec des particules de graphite. Sur la droite, on va trouver un schéma, une figure de notre moyen de test pour ce palier. Donc on a fait un avec une amplitude de mouvement de 13,3 mm, soit un angle de plus ou moins 30 degrés, avec une fréquence de 15 cycles par minute. Donc à savoir qu'un angle de plus ou moins 30 degrés, on va parler ici de grand angle, de grande oscillation. Et on a impliqué ensuite une pression de 70 MPa. Donc voici les résultats du test. Donc, ce qu'on peut voir sur le graphique représente le coefficient de frottement en fonction de la distance de glissement parcourue. À savoir que kilomètres de distance parcourue correspondent à environ 100 000 cycles. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le coefficient de friction a commencé à environ 0,1. Il a ensuite très rapidement diminué au bout de quelques cycles à 0,075 pour continuer de baisser et de se stabiliser à une valeur d'environ 0,04 sur le reste de la durée du test. Donc, à savoir que 0,04 pour un palier composite dans un frottement à sec,
c'est plutôt une valeur très intéressante et relativement faible. Ce qu'on voit en dessous, c'est l'image de l'arbre après le test, donc à la fin des 100 000 cycles. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un film de transfert qui s'est formé sur la contreface. Encore, le transfert n'est pas homogène et recouvre totalement la surface. Il permet de recouvrir les aspérités et du coup a permis de stabiliser le coefficient de friction basse. Et du coup, on a une usure résultante qui est devenue très faible pour ce cas-là. Donc là, on a parlé du cas avec une oscillation dite grand angle. Maintenant, on va étudier le mouvement d'oscillation pour des faibles amplitudes, donc plutôt dans les conditions de fretting ou de vibration. Donc on a utilisé le même palier, la même géométrie, donc c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes images. Et on l'a testé avec différents matériaux d'arbres pour les contrefaces. Donc c'est la même série d'arbres que Sandrine a présenté au début de la présentation, qu'on a testé en corrosion au brouillard salin. Donc à savoir 2 aciers inoxydables, donc les 304 et le 420, de l'acier au carbone 1040, de l'acier durci, de l'acier revêtu nickel et un autre revêtu chrome. Donc on retrouve ici notre banc de test en brouillard que nous avons utilisé, donc, qui est disponible sur Annecy. À droite, on a la configuration de ce nouveau test d'usure, donc c'est très similaire au test précédent. Par contre, on a une charge moins importante, on se retrouve à 30 MPa alors que tout à l'heure on était à 70. Et on a également modifié l'amplitude d'oscillation. Ici, on est à plus ou moins 1 mm, soit un angle de plus ou moins 5 degrés. Tout à l'heure, on était à 30 degrés. Et on a également augmenté la fréquence à 200 cycles par minute, soit 3,3 Hz, pour se retrouver vraiment dans des conditions de haute fréquence, faible amplitude. Donc, comme on l'a énoncé au tout début de la présentation, généralement, quand on parle de mouvement en fretting ou d'usure par frottement, on parle d'une amplitude de mouvement de 200 à 300 microns maximum. Même dans la littérature, dans le monde académique, vous allez retrouver même une valeur de 100 à 150 microns maximum. Mais nous, au niveau industriel, en fait, ce qu'on observe chez nos clients et dans les applications dont on peut faire face, c'est que généralement, une amplitude de plus ou moins 1 mm va permettre de donner des résultats typiques des sollicitations en fretting. Et c'est pour ça qu'on va utiliser ce type de test pour vraiment simuler les applications réelles dans l'industrie. Donc ici à droite, vous retrouvez la même image qu'on a présentée plus tôt, à savoir les différents axes qui ont été testés et qui sont passés en brouillard salin pour l'étude de la roue. Et à gauche, on a justement le résultat de la durée du test en brouillard salin jusqu'à l'apparition de la rouille rouge. Donc notre laboratoire regarde uniquement ce critère-là, l'apparition de la rouille rouge. Et les contrôles sont faits toutes les 24 heures. Donc ce qu'on peut voir sur la droite, ce sont les 3 axes qui sont les plus rouillés. À savoir l'acier trempé 8620, l'acier au carbone 1040 et également l'acier inox 420. Du coup, sur le graphe, on a tracé seulement à 24 heures puisque chaque test a été fait toutes les 24 heures. Pour ces 3 axes-là, la rouille a probablement commencé dès les premières minutes. On n'a pas attendu 24 heures pour avoir les premiers pics de rouille rouge. Ensuite, les autres, donc pour les autres arbres, on a l'acier chromé qui 24 heures, l'acier revêtu nickel 480 heures, et le meilleur candidat, c'est l'acier inox 304 qui montre seulement quelques traces de rouille rouge après plus de 1008 heures. Donc, je vais passer très rapidement sur ce slide-là puisque je vais y revenir dessus. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 2 mesures différentes. Sur le graphique de droite, d'abord, on a mesuré en fait l'état du palier composite, c'est-à-dire qu'on a mesuré l'usure du palier lors du test pour chacun des arbres utilisés en contreface. Sur la figure de gauche, par contre, on a mesuré cette fois-ci l'état de rugosité, l'augmentation de la rugosité de surface des arbres due à l'oxydation, due à l'apparition de rouille rouge. Donc on verra par la suite, mais déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que pour les arbres chromés, les arbres revêtus nickel chimique et également pour l'acier inox 304, donc ceux qui ont présenté le moins de rouille rouge, on a très peu d'impact, très peu de changements sur leur rugosité, sur leur état de surface. A contrario, quand on regarde les 3 axes qui étaient les plus rouillés, on voit que l'augmentation de la rugosité est très significative. Et on verra par la suite que cela est lié aussi à l'usure du palier, comme on peut le voir sur le graphique de droite. Donc
Donc, on va maintenant détailler en fait 3 cas avec des arbres différents dont les compositions sont les suivantes. Donc, tout d'abord, l'acier inoxydable 420. Donc, si vous vous souvenez, l'acier inoxydable 420 présentait une quantité de rouille rouge relativement importante. Donc, ce qu'on peut voir sur l'image en haut à gauche, c'est qu'on a coupé en deux le palier composite pour l'étude, pour pouvoir analyser sa surface. Juste en dessous, on retrouve l'arbre en acier inox 420. Et en haut à droite, on retrouve un agrandissement justement de la zone encadrée en rouge sur l'arbre, où on a un début de film de transfert qui s'est formé. Ce qu'on peut voir sur l'arbre, en la vue zoomée, c'est qu'on a une rugosité de surface qui a augmenté, qui est très importante. Il y a des rayures qui sont apparues. On a même eu de l'oxydation, donc des particules d'oxyde qui se sont incrustées sur la surface du palier composite. Donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a analysé justement la surface de notre palier composite, donc qui est également encadré en rouge sur l'image en haut à gauche. Et on a fait une cartographie au rayon X, donc au MEB, pour détecter les éléments qui sont sur ces résidus de palier. Donc, c'est ce qu'on peut voir en bas à droite à l'écran. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on a en fait une présence importante de chrome et de fer qui sont détectés sur le palier. On sait que cet arbre en acier inox 420 contient et du chrome et du fer. Donc, on peut être sûr que cette fois-ci, c'est l'arbre qui s'est oxydé et que les particules d'oxyde venant de l'arbre se sont incrustées à la surface du palier composite. On va maintenant étudier le cas de l'acier 8620 et on va commencer par un petit sondage. Donc, en haut sur l'image à gauche, vous voyez dans son logement dont on a juste retiré l'axe. Et devant ce palier, on peut voir des particules, des débris. Donc, la question, c'est selon vous, de quoi sont constitués ces visibles devant le palier sur la photo en haut à gauche. Et le sondage est ouvert. Donc, on va vous laisser encore quelques secondes pour répondre. Et la question, c'était de quoi, selon vous, sont constitués les débris d'usure visibles devant le palier sur l'image de la photo en haut à gauche. Donc, plusieurs réponses possibles. Des fibres composites, des fibres de verre et époxy, ou alors ce sont des poussières et des particules, ou encore ce sont des oxydes de fer. Donc, on n'a pas eu de réponse, mais on va fermer les votes. Du coup, la bonne réponse, c'était des oxydes de fer, c'était des particules de rouille. Donc, en fait, ici, pour le cas de l'acier 8620, qui est un acier trempé, donc très dur, en fait, les résidus devant le palier, c'est de la rouille. Alors, pourquoi? Sur l'image du centre, on retrouve la surface de l'arbre, et on voit que sur la surface de l'arbre, on a une présence importante de rouille. Sur l'image à droite, c'est également la surface de l'arbre grossie, donc on retrouve des rayures et une rugosité de surface qui a augmenté. Et quand on analyse cette fois-ci les débris d'usure au rayon X, donc toujours au MEB, donc sur le petit graphe en bas à droite, on peut voir qu'on a de la présence de fer. On sait que le fer, du coup, vient de l'arbre. Et ce qu'on peut voir, encore une fois, c'est que l'arbre s'est oxydé, les particules d'oxyde se sont écaillées, ont généré des débris d'usure dans le système. Ensuite, l'arbre a de nouveau été exposé, a continué de s'oxyder et c'est une réaction en chaîne. Du coup, malgré la dureté de l'arbre 8620, on peut voir qu'ici, l'usure et les débris générés ont été importants. On va maintenant prendre le cas d'un arbre. Donc, le troisième cas d'étude, c'est l'arbre revêtu nickel chimique. Donc, cette fois-ci, on a un film de transfert qui est relativement stable, qui couvre bien les aspérités de la contreface et qui donc a réduit son agressivité. On peut voir du coup sur les 3 images un agrandissement de ce film de transfert-là. Et on a fait également l'analyse au MEB de ce film de transfert. Ce qu'on peut voir sur le film de transfert, c'est qu'on a une présence de fluor dans le film de transfert, donc qui vient du PTFE, qui était dans le palier composite autolubrifiant. Donc, autrement dit, le PTFE qui vient des charges autolubrifiantes du palier se sont transférées sur l'arbre revêtu nickel, protégeant ainsi la surface de l'arbre
et créant une forme de passivation de cette surface-là. Donc, en résumé, donc, je reviens sur les tests les résultats du test d'usure. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que on a une meilleure formation du film. Lorsqu'on a une meilleure formation du film de transfert, on a un endommagement de l'arbre qui est moindre. Du coup, on a une meilleure performance du système à sec. Et donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a une corrélation entre la rugosité de surface et le taux d'usure du palier en contreface. Donc, pour résumer cette analyse-là, donc on a testé en fait au total 6 matériaux, donc l'acier inox 304, l'acier inox 420, l'acier au carbone, l'acier trempé, l'acier revêtu nickel chimique et enfin l'acier chromé. Tous ces arbres ont montré une certaine usure par oxydation, hein, même l'acier inox 304 qui était le meilleur candidat pour résister à la rouille rouge. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que plus grande est la résistance à la corrosion du matériau en contreface, meilleure sera la résistance à la tribocorrosion, donc à l'usure par oxydation. La dureté de l'arbre n'a aucun impact sur cette résistance à la tribocorrosion. Et du coup, la conclusion sur cette étude-là, c'est que la formation d'un film de transfert, lorsqu'elle est stable, permet de réduire, voire même d'éliminer cette usure par oxydation et donc de limiter la tribocorrosion. Du coup, on a deux manières pour contrôler cette usure. Ça va être premièrement d'améliorer la résistance à la corrosion de l'arbre en contreface et ensuite de générer un film de transfert stable sur cette même contreface. Et je repasse la main à Sandrine pour la suite et la fin de la présentation. Merci Florian. Donc, il nous reste en fait à voir, donc là Florian vous a parlé notamment de notre produit Garmax il y a une minute, en fait, qui est un composite qu'on fabrique depuis. Comme vous avez vu, qui est relativement performant sur le marché pour les oscillations de grande amplitude. Et par contre, comme vous avez pu le voir, dans certaines conditions, ce n'est pas aussi performant, notamment en mode vibratoire ou ce qu'on appelle fretting. En fait, pour répondre à cela, nous avons travaillé sur le développement d'un palier composite bien spécifique pour tenir ce genre. Alors, pour la petite histoire, tout a commencé en fait avec le sujet d'une aube directrice, qui est une application d'un de nos clients. Donc, c'est ce qu'on trouve typiquement dans les turbines hydroélectriques, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche. Et donc, la flèche bleue caractérise typiquement le flux d'eau qui va rentrer dans la turbine et qui va passer donc dans ces aubes directrices qui sont intitulées blades sur la figure. Ces aubes donc servent à orienter le débit d'eau qui va rentrer dans la turbine. Et ce qui se passe en fait, c'est que ces aubes, elles sont censées se maintenir dans cette position, mais vous imaginez un débit d'eau, un flux d'eau en général, ça fait régulièrement des coups de bélier qui vont venir frapper en fait dans ce changement directionnel les aubes, et du coup ça va générer en fait des sortes de vibrations sur les aubes, des oscillations de très faible amplitude, avec par contre une fréquence assez importante. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement. On sait aussi que dans les turbines hydroélectriques, des fois, un opérateur va devoir intervenir et manœuvrer ces turbines pour justement changer le flux ou le débit d'eau qu'il est nécessaire. Donc, dans ce cas-là, il va bouger ses aubes ou l'inclinaison de ses aubes dans un mouvement d'amplitude qui va être plus important, par contre à une vitesse plus faible et à des fréquences beaucoup plus rares. En fait, il y a un test standard industriel que nous allons rapidement sur la planche d'après pour simuler la performance de ces aubes directrices et qui combine justement ces oscillations grandes et faibles amplitudes. Il s'agit de ce test-là, donc avec une géométrie que vous voyez sur la gauche. C'est un test qui a été développé par le corps des ingénieurs de l'armée américaine, dont la référence est citée sur la diapo. Et c'est donc un test essentiellement en conditions vibratoires, avec donc une condition de charge oscillante variant de 23 à 30 mégapascales, un mouvement oscillatoire de plus ou moins 1 degré, une fréquence de 2 Hz sur un diamètre d'arbre qui est de l'ordre de 125 mm. Et l'autre condition, qui représente un peu l'activité de l'opérateur dont j'ai parlé juste avant, se produit donc une fois toutes les 15 minutes dans ce test. C'est une oscillation grand angle de plus ou moins 15 degrés avec une fréquence de 0,1 Hz, soit un cycle toutes les 10 secondes. Donc ça, l'idée, c'est de simuler le mode opératoire complet de l'aube.
Et donc, ça, c'est un test donc, qui est standardisé. Évidemment, nous ne pouvons pas réaliser ce test en interne, nous n'avons pas les capacités. Donc, c'est pour ça que nous avons fait à GGB, nous nous sommes rapprochés de cette condition de test avec une géométrie légèrement différente, comme vous voyez pour la taille de l'arbre typiquement. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait au moins la même amplitude de mouvement ici qui va correspondre, alors comme on réduit plus ou moins 5 degrés d'oscillation, mais l'idée c'est d'avoir plus ou moins 1 millimètre de variation dans la vibration de la zone de contact. Et en fait, vous voyez qu'on retrouve les conditions du test que vous a présenté Florian juste avant, en termes d'amplitude, de fréquence et de charge à 30 MPa. Et donc, nous avons... L'idée, c'est de conserver aussi, avoir un ratio, un produit pression-vitesse qui soit équivalent pour essayer d'induire le même mode de défaillance continuellement. Suite à quoi, donc, nous avons donc deux types de paliers composites. Nous avons donc notre palier de référence sur la gauche, qu'on appelle notre palier composite de base, qui est notre Garmax et qu'on a déjà testé. Et puis à gauche, donc, le palier composite optimisé vibration, que nous avons essayé de développer pour répondre à cette problématique. Donc voilà, ce deuxième palier, en fait, il contient, comme le premier, des fibres de PTFE et de polyester. Elles sont aussi liées par une résine époxy. Il bénéficie du même type de substrat en fibre de verre haute résistance. Par contre, il a un package différent de charges fonctionnelles qu'on a ajoutées et qui sont conçues justement pour former un film de transfert stable et robuste sur une large plage de mode opératoire et qui doivent normalement performer dans ce mode de fretting vibratoire. Donc, l'idée, c'est de tester et de comparer ces deux pièces et de pouvoir ensuite faire valider ce produit par le test officiel du standard de l'ingénierie de l'armée américaine. Donc, ici, une fois de plus, vous voyez le type de résultat comme on présente. Donc, sur la gauche, vous allez avoir l'évolution de la rugosité de l'arbre en fonction du test, à la fin du test. Et puis, sur la droite, pareil, on vous présente à nouveau les résultats du palier suite au test. Donc, les marques bleues correspondent aux résultats du palier composite de base, donc qui correspondent au test que vous a présenté Florian tout à l'heure. Et les marques rouges sont donc les données obtenues pour le palier composite optimisé vibration avec les différents types d'axes que l'on peut avoir. Et donc, on se rend compte qu'en fait, donc on a les deux types de résultats. Et quand on regarde le composite optimisé pour les vibrations, on se rend compte déjà qu'on n'a pas d'augmentation de la rugosité de l'arbre. Et donc, en fait, on en déduit qu'un film de transfert stable s'est bien formé comme si c'était prévu. Et on se rend compte que quel que soit le matériau de l'arbre, on a quasiment les mêmes performances. Et quand on regarde l'usure du palier, on est pareil, on n'a quasiment pas de variation en termes d'usure. Donc, c'est assez intéressant de voir une fois de plus que ce couple fonctionne. Et donc, quelle que soit la nature de l'arbre, on se rend compte aussi en fait que le film de transfert a réussi à se former et qu'on n'a pas eu de défaillance prématurée ni d'usure. Si je vais au cas suivant, donc justement, on regarde plus en détail les résultats avec l'acier 420 pour lequel on avait eu des résultats plus ou moins intéressants avec le palier composite de base. Donc ici, vous voyez en fait à gauche les résultats présentés tout à l'heure avec l'augmentation de rugosité et les rayures dont a parlé Florian, et une rugosité de l'ordre de 1,5 micron. Et puis sur la droite, donc notre palier composite optimisé, on voit bien le film de transfert qui s'est bien développé sur toute la longueur de contact avec le palier. On voit typiquement la marque de la bague. Et puis, d'une certaine homogénéité, on est à la fin du test, on a toujours ce film de transfert qui ne s'est pas désagrégé, il est uniforme, et donc il a bien supporté toutes les charges pendant toute la durée du test.
Et sur la gauche, effectivement, une augmentation de la rugosité. On voit que le film de transfert s'est formé, mais n'est pas si régulier que ça et n'est pas aussi couvrant que dans notre cas. Donc, on voit clairement qu'on n'a pas la même performance et qu'on a aussi préservé l'axe dans le cas du palier optimisé. Voilà. Et donc après, si on regarde l'analyse des débris liés à cela, l'analyse des débris du film de transfert, justement, pour l'acier inox 420 avec le palier composite de base, comme vous avez dit, Florian, on constate qu'on a du fer et du chrome, donc qui correspondent effectivement au transfert, en fait, aux débris en fait, de l'arbre qui sont transférés dans le palier. Rappelez-vous l'image des particules d'oxyde que vous voyez sur le palier, sur l'alésage du palier. Et par contre, en bas, ici, pour le cas du composite optimisé, on se rend compte qu'effectivement, on a du fluor sur la cartographie, qui provient en fait du PTFE, du carbone et du fluor, qui provient du PTFE, et en dehors de ça, on a 0 particules métalliques. Donc, on a bien à nouveau ici la confirmation qu'on a eu un bon film de transfert qui s'est formé avec de belles performances. Et donc, là, la fiche récapitulative pour conclure avec les données déjà vues. Donc, une augmentation importante de la rugosité, une forte, en fait, tendance, ou on va dire une forte importance de l'impact du matériau de l'arbre dans le cas du palier composite de base pour la performance après du système. Le composite optimisé pour les vibrations, lui, ne montre pas cette tendance. Il semble effectivement relativement insensible à la nature du matériau qui a été utilisé. Et donc, et en fait, on a eu aussi un très faible taux d'usure dans le cas du composite de base et par contre le palier optimisé en vibration qui ne se détériore pas en fait au fil du test. Et en fait, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que la rugosité de l'arbre évolue parce que c'est dû à une usure dite oxydative, puisqu'on se rend compte effectivement qu'on a eu une augmentation d'oxyde ferrique. Je suis désolée parce que comme on a un peu débordé sur le temps, en résumé, on arrive donc à la fin de cette présentation. On a donc, pour récapituler, vous présenter ce qu'est la tribocorrosion, les oxydes adhérents et non adhérents, les mécanismes d'usure par frottement qu'on appelle fretting ou pour les mouvements haute fréquence, faible amplitude ou vibration. On vous a présenté ce qu'est un film de transfert, son importance dans la réduction justement de l'usure par frottement et même pour le mode vibratoire dans le tribocontact. On vous a présenté certains revêtements polymères et les résultats de ces revêtements qui sont plutôt performants et qui améliorent l'usure par frottement dans des conditions de fretting. Des composites et des paliers autolubrifiants avec l'impact de la composition de la contreface dans les modes de sollicitation dont nous avons parlé et d'usure. Et puis l'impact de la composition du palier pour améliorer justement la formation d'un film de transfert. Je vous remercie de votre attention. On a malheureusement un peu débordé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre dans le chat ou à les transmettre à l'adresse que je vais vous donner. C'est à france@ggbearings.com et nous reviendrons vers vous pour répondre à ces questions. N'hésitez pas. Je vous mets l'adresse dans le chat pour envoyer vos questions éventuelles. Et vraiment, nous sommes vraiment désolés pour le débordement au niveau du temps. Je vois que le live.